Imaginons un instant une créature un peu singulière. C'est un animal qui sait intimement qu'il va mourir un jour. Joyeux pour commencer. N'est-ce pas? Et c'est un animal capable de détruire sciemment son propre habitat, mais qui, dans le même temps, passe des années à composer des symphonies grandioses. Ou à bâtir des hôpitaux pour soigner de parfaits inconnus, ouais. Exactement. C'est un paradoxe absolu. Et en fait, ce paradoxe, c'est précisément ce que nous sommes aujourd'hui. Pour cette nouvelle exploration, on va se pencher sur des extraits d'un texte vraiment profond, presque provocateur. Il s'intitule « L'être humain, les êtres humains, l'humain ». C'est un titre qui pose tout de suite le cadre, hein. Ouais, clair. Et ce n'est pas un manuel de biologie évolutive, ni un simple traité philosophique. C'est un texte qui agit un peu comme un miroir braqué sur la mécanique de notre propre conscience. Notre but aujourd'hui, c'est pas de faire un cours magistral, mais de comprendre comment ces mots peuvent radicalement changer la façon dont quiconque nous écoute perçoit sa propre existence, tous les jours, en se levant le matin. C'est un beau programme. D'accord, décortiquons tout ça. Dès le départ, ce texte cherche à définir ce que nous sommes, mais en commençant par ce que nous ne sommes pas. Il balaye d'un revers de main l'idée qu'on serait seulement un corps physique. Il refuse de nous réduire à une simple pensée intellectuelle, et il rejette même l'idée qu'on serait uniquement défini par notre histoire ou notre culture. C'est une stratégie de définition par la soustraction, en fait. Et c'est très efficace. Généralement, quand on cherche à se définir, on s'accroche immédiatement à notre enveloppe matérielle, c'est-à-dire nos gènes, notre biologie. Ouais, le côté purement animal, quoi. C'est ça. Ou bien, à l'inverse, on s'identifie exclusivement à notre mental, notre raisonnement. Et pour beaucoup de gens, c'est le passé, les traumatismes ou la culture qui font l'humain. Mais la source ne dit pas que ça n'a pas d'importance, si. Non, bien sûr que non. La source valide l'importance de ces trois dimensions, mais elle insiste lourdement sur le mot « seulement ». Aucune de ces dimensions isolées, ni même leur simple addition, ne parvient à capturer ce qui fait l'essence de notre espèce. Il y a un ingrédient manquant en quelque sorte. Et c'est là que la définition centrale tombe. L'humain est décrit comme, je cite, « un vivant qui a conscience d'être vivant ». Ah, la conscience réflexive. Ouais. Pour matérialiser ça, j'imagine souvent que l'univers, c'est une gigantesque pièce sombre, remplie de meubles, de rochers, de plantes, d'animaux. Et l'humain, au milieu de tout ça, ce serait le seul miroir capable non seulement de refléter un faisceau de lumière, mais surtout de se dire « Tiens, je suis en train de briller ». Très belle image. C'est la capacité unique de se poser la question « Qui suis-je » Mais bon, pour me faire un peu l'avocat du diable, beaucoup d'animaux ont une forme de conscience, non? Je veux dire, un chien sait qu'il a faim, un singe sait résoudre un problème complexe. En quoi notre conscience à nous est-elle une rupture si fondamentale? Ce qui est fascinant ici, c'est la distinction entre la conscience immédiate et la conscience réflexive. Oui, bien sûr, un animal ressent la douleur, la faim, il interagit avec son environnement. C'est indéniable. Mais la conscience dont parle le texte, c'est le point de bascule. C'est la capacité de s'extraire de l'instant présent. Prenons un lion. Un lion a faim, il chasse, il mange. C'est une ligne droite. Exactement une ligne droite entre l'instinct et l'action. L'humain, lui, peut avoir faim et décider de jeûner, pour une cause politique ou pour des raisons spirituelles. Cette conscience réflexive crée un espace, une sorte de pause, entre l'impulsion biologique et l'action. Ah, je vois. Et c'est vertigineux car cela signifie que nous passons d'un état passif, où l'on subit le programme de la nature, à un état actif. C'est donc un pas de côté. En gros, on sort des rails de l'instinct pur. Absolument. Et cela implique que notre nature n'est pas une donnée fixe, figée dans le marbre. Nous ne sommes pas un produit fini, on est en quelque sorte un point d'interrogation ambulant. Un point d'interrogation, ouais. On n'est pas défini par une réponse préprogrammée, mais par cette capacité inépuisable à formuler la question de notre propre existence. Ce qui nous amène logiquement à une conséquence très concrète de cette fameuse conscience réflexive. Parce que si on a ce recul, cette distance avec nos instincts, qu'est-ce que ça nous permet de faire concrètement? C'est là qu'intervient la liste. Oui. Le texte dresse un inventaire des capacités humaines. Et franchement, je dois avouer que cette liste m'a fait un peu tiquer. Elle énumère les verbes ressentir, choisir, aimer, détruire, créer, mentir, réparer, oublier, se souvenir. Et là, j'ai besoin d'une explication. Une dissonance en lisant ces mots mis côte à côte? Bah oui, parce qu'on adore se définir par nos aspects lumineux, hein. On bâtit des musées, on écrit des poèmes. Mais le texte met sur un strict pied d'égalité des actions nobles comme aimer, réparer ou créer, avec des choses vraiment sombres et destructives comme mentir ou détruire. C'est vrai que c'est perturbant. Mais est-ce que ça veut dire que nos pires défauts sont
paradoxalement, la preuve même de notre humanité. C'est une réaction très humaine que de vouloir repousser nos parts d'ombre hors de la définition de l'humanité. On dit souvent d'un criminel de guerre qu'il est inhumain, par exemple. Bah, tout le temps. Mais la réalité philosophique de cette source est différente. Pour comprendre cette liste inconfortable, il faut regarder une autre affirmation clé du texte. L'humain y est défini comme, je cite, « un être en chemin, inachevé, capable du pire, capable du meilleur ». L'inachèvement. C'est comme si la nature avait oublié de compiler la dernière ligne de notre code source. C'est tout à fait ça. Nous sommes déprogrammés. Le texte ne dresse pas cette liste pour faire un jugement moral immédiat. Il fait un constat clinique. Un animal ne détruit pas par idéologie, il détruit pour se nourrir ou pour défendre son territoire. C'est fonctionnel, quoi. Exactement. L'humain, parce qu'il est inachevé et doté de cette fameuse conscience réflexive, peut conceptualiser le néant. Il peut détruire pour le simple fait de détruire. Prenons l'exemple du mensonge que vous mentionniez. Ouais, pourquoi le mensonge serait-il une preuve d'humanité? C'est plutôt un vice d'habitude? Moralement, oui, mais cognitivement, mentir est un acte d'une sophistication inouïe. Pour qu'un humain fasse un simple, pieux mensonge, Genre quand on reçoit un pull affreux à Noël et qu'on dit qu'on l'adore. parfait exemple. Pour faire ça et protéger les sentiments d'un proche, il faut connaître la vérité, imaginer ce que l'autre personne ressent, concevoir une réalité alternative et enfin choisir de projeter cette réalité inventée. Ah ouais? Vu comme ça, C'est une construction monumentale de l'esprit. Et cela découle directement de notre émancipation de l'instinct. Être capable du pire comme capable du meilleur, c'est la signature même de notre liberté. c'est fascinant et en même temps super effrayant. Ça veut dire qu'on est la seule espèce capable de scinder l'atome et d'ensuite devoir décider consciemment si on l'utilise pour fournir de l'électricité à un hôpital ou pour raser une ville entière. C'est le fardeau de la conscience. C'est nous qui avons le volant entre les mains, avec tous les dérapages possibles. Exact. La liste des verbes n'est pas un code de conduite pour devenir bon. C'est la boîte à outils existentielle d'une créature laissée à elle-même qui doit tout inventer. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si nous avons cette liberté totale, si nous sommes inachevés avec cette énorme boîte à outils, allant de l'amour à la destruction, une question s'impose. À quoi sert tout ça? À quoi sert l'humain? La grande question. Et la source l'aborde. Sa réponse est d'une brutalité poétique incroyable. Je cite « À rien s'il ne fait que survivre, à tout lorsqu'il commence à être ». Fin de citation. Cette fracture entre survivre et être, ça m'a profondément marqué. C'est le pivot central de la réflexion de l'auteur. C'est fondamentalement le passage de la biologie à l'ontologie. Attendez, l'ontologie, c'est un mot qui peut vite intimider. Concrètement, pour que ce soit limpide pour nous tous, on parle de quoi ici? C'est juste, on va démystifier ça. La biologie, c'est l'étude de ce qui nous maintient en vie. C'est comprendre comment nos cellules se régénèrent, comment notre cœur pompe le sang. C'est la survie. D'accord, la machine qui tourne. Voilà. L'ontologie, en philosophie, c'est l'étude de l'être en tant qu'être. C'est la question du sens. Pourquoi ces cellules existent-elles? Pourquoi ce cœur bat-il? Le texte nous dit que si notre unique occupation sur Terre est de maintenir nos constantes vitales, de chercher des calories et un abri, Ce que font les animaux, en fait. exactement ce qui est le propre du règne animal, eh bien si on ne fait que ça, alors notre existence dotée d'une conscience si complexe ne sert fondamentalement à rien. C'est un immense gâchis de potentiel. J'ai une image en tête pour ça. Imaginons un livre maléfique, un vrai chef-d'œuvre de la littérature. Survivre pour ce livre, ce serait simplement d'être rangé sur une étagère à l'abri de l'humidité. Ces pages restent intactes. Ouais, sa couverture ne s'abîme pas, il dure dans le temps. Mais un livre fermé sur une étagère, ça ne sert en soi à rien. Par contre, être, ce serait le moment où quelqu'un ouvre ce livre, le lit, ressent les émotions de l'histoire et en discute avec quelqu'un d'autre. Là, le livre sert à tout. Il accomplit sa nature. C'est une excellente métaphore. Le texte explicite d'ailleurs comment se déploie cet état d'être. Il dit que l'humain, quand il commence à être, sert à donner du sens, à relier, à prendre soin, à transformer. Et il utilise cette formule très puissante. Il sert à faire exister la conscience dans la matière. Faire exister la conscience dans la matière. C'est beau, mais comment ça se traduit un mardi matin dans nos vies quotidiennes? Prenez l'exemple tout simple de la nourriture. Survivre, c'est ingérer un certain nombre de nutriments pour que notre machine corporelle continue de fonctionner. Avaler une barre protéinée et courir au boulot? Par exemple,
Mais l'humain ne s'arrête presque jamais à ça. Nous prenons ces nutriments matériels et nous en faisons la gastronomie, nous dressons une belle table, nous invitons des proches, nous cuisinons la recette d'une grand-mère pour honorer sa mémoire. Ah, je vois. On rajoute une couche d'intention. C'est ça. Nous prenons de la matière inerte et nous y injectons du soin, du lien social, du sens, de l'amour. Nous faisons littéralement exister notre conscience dans cette matière. Notre utilité véritable, selon la source, n'est ni économique ni productive. Nous sommes là pour être les alchimistes du sens. D'accord. Mais si notre mission existentielle est d'être ces alchimistes, de transformer la survie en un être véritable, comment on s'y prend? S'il n'y a pas de manuel d'instruction naturel, puisqu'on est inachevé, quelles sont les règles du jeu? La source pose la question « que doit-il faire ?» Et sa première réponse paradoxale, c'est « rien n'est imposé ». Et cette absence d'obligation est la conséquence directe de la liberté dont nous parlions plus tôt. Si l'univers, ou la nature, nous imposait une façon d'être, nous perdrions instantanément notre statut d'humain libre. On redeviendrait des automates biologiques. Exactement. Le sens ne peut avoir de valeur que s'il est librement choisi. Se comprend. Mais le texte ne s'arrête pas là. Il dit que rien n'est imposé, certes, mais il suggère quand même fortement des apprentissages. Il parle d'apprendre à aligner sa pensée, sa parole et ses actes. Et surtout, il met le doigt sur un défi immense. Apprendre à vivre avec les autres sans se trahir lui-même. C'est le grand dilemme. Franchement, c'est l'un des défis les plus épuisants de l'existence moderne, non? Comment concilier le besoin viscéral de faire partie d'un groupe, que ce soit au bureau, dans sa famille ou même sur les réseaux sociaux, avec l'exigence d'authenticité, le besoin de ne pas se renier? Absolument. On passe nos vies à naviguer cette tension. On étouffe parfois nos véritables pensées juste pour éviter le conflit à la machine à café. Pourquoi ce texte lie-t-il une absence totale de contraintes extérieures à une exigence intérieure d'une telle sévérité? Si l'on relie cela à une perspective plus large, on comprend que c'est précisément parce qu'il n'y a pas de garde-fou extérieur que cet alignement intérieur est vital. Sans règle, c'est l'anarchie. Voilà, sans cette cohérence entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, la liberté totale devient simplement du chaos. L'alignement dont parle le texte, c'est le triomphe de la volonté consciente sur nos lâchetés quotidiennes. Donc la contrainte ne nous tombe pas du ciel, on doit se la forger soi-même en permanence? C'est un véritable artisanat de soi. D'ailleurs, le texte utilise bien le mot « apprendre ». Ce n'est pas inné. Un loup vit en meute par instinct. Il ne se demande pas le matin s'il se trahit en obéissant au mâle alpha. J'imagine mal le loup faire une crise existentielle, ouais. L'humain, lui, ressent physiquement la douleur de la dissonance. Par exemple, lorsqu'il sourit à un collègue tout en le méprisant intérieurement. Apprendre à exister avec l'autre tout en restant entier, c'est le travail de toute une vie. C'est l'effort conscient de maintenir l'harmonie entre notre individualité et le monde collectif. Et ce besoin irrépressible de monde collectif, de se frotter aux autres, ça nous amène à la question des origines. Pourquoi le rapport à l'autre est-il la clé de notre propre identité? La source s'interroge sur l'origine de l'humain. Elle reconnaît bien sûr notre point de départ biologique et terrestre, mais elle affirme de manière super catégorique que notre origine est, je cite, « surtout relationnelle ». C'est un point de vue très radical, surtout aujourd'hui. Ça renverse un peu notre culte moderne de l'individualisme. Et factuel, on est en tant qu'unité biologique individuelle. Un corps, un cerveau. Ouais, séparé du reste. Quand le texte affirme que notre origine est avant tout relationnelle, est-ce que c'est pas juste une vision très poétique et un peu romancée du tribalisme? C'est une excellente provocation. On pourrait croire à de la belle poésie, c'est vrai. Mais la science contemporaine donne étonnamment raison à ce texte. Ah bon? Oui, les neurosciences nous montrent qu'un cerveau humain isolé ne se développe tout simplement pas correctement. Les nourrissons qui sont privés d'interaction humaine, d'affection et de langage dépérissent littéralement, et ce même s'ils sont correctement nourris. C'est dingue. Le développement de nos neurones miroirs, notre capacité à parler, à ressentir, tout cela exige la présence de l'autre. Nous sommes littéralement sculptés par nos relations. Sans elles, l'architecture même de notre conscience s'effondre. Donc, affirmer que notre origine est relationnelle, ce n'est pas une simple métaphore, c'est une vérité structurelle profonde. Waouh! Cette idée apprend vraiment aux tripes quand on lit la suite du texte. Je vous le lis. L'humain naît d'un lien et passe sa vie à chercher à le retrouver. C'est fort, n'est-ce pas, Sam? En lisant ça, j'ai tout de suite pensé à une note de musique. Une note solitaire jetée dans le silence
qui se souviendrait de manière très confuse qu'elle appartenait autrefois à un accord parfait, à une symphonie immense. Et cette note isolée passerait sa vie à vibrer, à chercher d'autres notes frénétiquement, avec l'espoir absolu de recréer cette harmonie originelle. Le texte nous confie même une mission claire, se souvenir qu'il n'est ni au-dessus, ni à part, mais avec. Oui, Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi est-il si urgent de se souvenir? parce que le plus grand péril qui guette l'humanité, selon cette réflexion, ce n'est pas la faiblesse, c'est l'amnésie, L'amnésie de ce lien, l'illusion d'optique de la séparation. Avec nos prouesses technologiques, nos villes de béton et, disons-le, notre culte de l'ego, il est devenu effroyablement banal de se croire au-dessus des lois de la biosphère, de se sentir à part de la souffrance des autres espèces ou même de celle de nos voisins. le complexe de supériorité humain poussé à son paroxysme. C'est exactement ça. Et la source sonne l'alarme. Oublier que nous sommes avec, c'est scier la branche sur laquelle notre conscience est assise. Mais il y a un aspect profondément réconfortant dans ce texte, je trouve. Lequel? Eh bien, nous ressentons tous à un moment ou un autre un sentiment de vide, une sensation de solitude tenace ou un manque inexpliqué. On pense souvent que c'est le signe que nous sommes brisés ou malades. Mais ce texte nous dit l'inverse. Ah non, Ce sentiment de manque ne serait pas un défaut de fabrication. non. C'est le moteur fondamental de l'humanité. C'est l'écho du lien originel dont vous parliez avec votre note de musique. C'est ce qui nous pousse vers les autres. C'est une grille de lecture incroyablement apaisante pour notre époque, je trouve. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de moyens de communication instantanés, de réseaux sociaux, de connexions numériques, et pourtant, l'épidémie de solitude n'a jamais été aussi forte. Le paradoxe moderne. C'est ça. Comprendre que chercher le lien, c'est la définition même de la condition humaine, ça déculpabilise vachement. Ça donne un sens à notre soif de connexion. Et cela nous ramène à la notion d'être en chemin du début de notre discussion. Le but n'est pas d'atteindre une destination utopique où l'on serait parfaitement complet et béat. Le cheminement, c'est le but. La recherche inlassable de ce lien avec l'autre et avec le vivant, c'est le chemin. C'est par cette recherche constante que nous exerçons notre fameuse conscience. Quel périple fascinant à travers ces quelques lignes. Si l'on essaie de rassembler les pièces de ce puzzle, on réalise que l'humain n'est certainement pas une équation mathématique résolue d'avance. Non, loin de là. On est ce phénomène invraisemblable, un amas de matière qui est devenu conscient de lui-même. Nous sommes fondamentalement inachevés. Tiraillés tous les jours entre notre pouvoir terrifiant de destruction et notre capacité sublime de création. Et finalement, notre seul véritable rempart contre l'absurdité, notre façon de ne pas nous contenter d'une simple survie animale, c'est de choisir d'être, de donner du sens, d'aligner nos actes avec notre vérité, tout en cherchant sans relâche à reformer ce grand tissu relationnel dont nous sommes issus. C'est une excellente synthèse. Et je pense que le dernier message de la source résume parfaitement la beauté et la difficulté de cette condition. Dites-moi, Le texte conclut que la tâche suprême, c'est d'apprendre à habiter sa propre humanité. Le verbe « habiter » est vraiment lourd de sens ici. On ne possède pas une maison simplement en y déposant ses valises. On l'habite en y faisant des travaux, en la chauffant, en la réparant quand le toit fuit. il y a un effort d'entretien. L'humanité, c'est pareil. Ce n'est pas un droit acquis à la naissance. C'est une pratique. C'est une discipline de tous les jours. C'est un espace fragile que nous devons sans cesse entretenir par l'exercice de notre conscience et de nos choix. C'est une perspective qui transforme complètement notre regard sur les actions les plus banales. Soudain, écouter un ami, préparer un repas, choisir de dire la vérité, ce n'est plus seulement de la routine, c'est l'exercice même de notre humanité. Tout à fait. Mais en digérant toutes ces idées sur notre inachèvement et notre perpétuelle quête du lien, il y a une question particulièrement provocatrice qui m'est venue à l'esprit. Et je veux la poser ici pour que nous puissions tous la garder en tête et la ruminer un peu. Je vous écoute. Si notre essence fondamentale, comme le scande ce texte, c'est d'être des créatures en chemin, viscéralement inachevées, qui passent leur existence entière à chercher à retrouver ce lien originel perdu, que se passerait-il si nous étions un jour intimement convaincus d'avoir définitivement trouvé ce lien? Oula. Si une idéologie, une technologie ou une croyance quelconque nous donnait l'illusion d'une plénitude totale, au point qu'on arrête complètement de chercher et de s'interroger. Une personne qui s'arrête de cheminer et de se poser des questions, perd-elle alors sa capacité à être pour retrouver tragiquement, malgré tout son confort, dans la simple survie?